Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue la lecture de cette page numéro 131. Les premières nouvelles leur parvinrent par le bouche à oreille, par l'intermédiaire de ceux qui possédaient des radios à piles à ondes courtes, par les quelques pêcheurs assez dingues pour prendre la mer juste après le passage de la tempête, par les courageux pilotes aussi qui avaient survolé les quais et vu, sur des kilomètres et des kilomètres, les dégâts infligés par l'ouragan au chemin de fer reliant les îles. Il avait retrouvé le train de secours envoyé trop tard pour les responsables fédéraux. Après l'insurmontable dégrivation pour embarquer les ouvriers des chantiers de l'autoroute, anciens combattants pour la plupart, condamnés à une mort certaine s'ils restaient dans leur camp. Quant aux pauvres gens qui avaient quand même réussi à embarquer dans ce train de dernière minute, ils avaient été quasiment tout tués. Les wagons avaient été renversés par le vent, poussés dans l'océan submergé. Seule la locomotive tenait encore debout sur l'un des rares tronçons de voies ferrées qui n'avaient pas été détruits. L'île de Mettekembe avait été laminée, rasée jusqu'au lut. Corallien qui la soutenait, tous ses habitants devaient être tenus pour morts. Le monde extérieur entendait des histoires encore plus inquiétantes. Les lignes téléphoniques étaient coupées. La rumeur courait que Key West et de nombreuses autres îles de l'archipel avaient été rayées de la carte. Un tas d'autres informations farfelues et carrément stupides circulaient à travers le pays. Mais les véritables dégâts, le nombre réel de victimes, de ce côté-là, d'après les premières estimations d'Hector, en était de toute façon dans le domaine de l'imaginable. De l'horreur absolue, les jours à venir devaient, et là, lui donner raison. Les météorologues déterminèrent que le vent qui avait soufflé sur Mettekembe avait atteint les 300 km à l'heure. Une onde de tempête de près de 4,50 m s'était levée et avait déferlé sur l'île pendant plusieurs heures. Certaines vagues devaient avoir surgi à 9 et à 10 mètres au-dessous du niveau de la mer. Hector avait peine de se représenter de tels murs liquides et leurs conséquences quand il s'était abattu sur Mettekembe. Peu importait du reste à la hauteur réelle des vagues, la seule montée des eaux avait été déjà bien suffisante pour noyer tout le monde. Les vents qui avaient procédé, les rases de marée, avaient été assez fortes pour transformer le sable de plage et décapant, assez fortes pour déshabiller tout ce qui s'était laissé surprendre dehors, les priver de la protection de leurs vêtements assez fortes, oui, pour éroder la peau ainsi exposée, brûler et ronger les chairs, les muscles, tous les tissus mous jusqu'au haut. À Mettekembe, le baromètre était descendu 66,93 cm, record absolu de basse pression pour les États-Unis. Le mardi, vers 5 heures du matin, la mercure avait enfin commencé et remonté. Les pluies torrentielles avaient continué pendant la plus grande partie de la journée. De se calmer en fin d'après-midi, puis de cesser tout à fait. Quand Hector fut certain que les dangers étaient passés et s'aventura dehors, il découvrit que sa maison n'avait subi que des dégâts mineurs, un volet anti-tempête fracturé à une fenêtre du salon, des balafres dans le structure des murs extérieurs, sans doute les impacts des noix de coco, des branches d'arbres et des oiseaux soufflés par le vent.
Les volailles mortes qui vouaient autour de lui étaient pour la plupart les coqs de combat de ses voisins. Des branches de palmier sont tassées dans son jardin et dans la rue. Globalement, Key West semblait avoir tenu le coup. À part des arbres, des raquinets et un peu de casse ici et là. Il n'y avait pas de gros dommages matériels à déplorer. Par contre, on reconnaissait déjà la disparition de plusieurs personnes, des poivreaux et des clochards, surtout peut-être soufflés des quais et de pontons où ils exclusaient leur derrière-cuite, peut-être noyés dans les bateaux fragiles où vivaient certains d'entre eux. Rachel et Hector passèrent tout le mercredi matin chez Josie et écoutèrent de nombreux témoignages de survivants de la tempête qui leur rappelèrent ce qu'ils avaient eux-mêmes connu. Ils s'efforcèrent d'oublier le bruit du vent infernal, si perturbant pour Rachel qui avait soufflé pendant des heures et des heures. Le jeudi, en début d'après-midi, après avoir écrit aux aurores, comme il en avait l'habitude, Hector fit la mort avec Rachel. Un peu plus tard, il venait de prendre une douche lorsqu'on tambourina sur la porte et cette voix, la source, c'est Emmengesten, enfile des vieux vêtements, quelque chose que tu pourrais brûler plus tard et prends du matériel. Nous sommes mobilisés. Sourcils français. Hector enfila rapidement un pantalon et un t-shirt. Rachel était encore nue sur le lit. Il vaut peut-être mieux que tu couvres, non? Suggéra-t-il. Il traversa le salon et demanda à travers le bâton. De quoi tu parles, Ashwin? Tous les hommes valides sont mobilisés. Nous avons l'ordre de monter à Matecombe. La mer est enfin assez calme pour lancer une opération de sauvetage. Hector réprima un soupir. Il regrettait presque d'avoir répondu à Ernest. Il se tourna vers Rachel qui sortait de la chambre. Il faut que j'aille. Bien sûr, si j'attends, ici aucun problème. Vas-y et fais de ton mieux. C'est sans doute pour la journée, pas davantage, je serai entré après. Demain après-midi, au plus tard, je vais m'arranger avec Ashwem, Mikasa, Sukasa, Rach. Il y a une clé de la maison dans le tiroir à droite de celui découvert. J'ai aussi un compte chez Josie. Mange et bois tout ce que tu voudras. Elle noua autour de sa taille la ceinture de baignoire d'Hector. Il s'approcha de lui. Ne te fais pas de soucis pour moi. La tempête est passée. Ça va très bien, dit-elle, puis elle lui donna un baiser avant d'ajouter, dis-moi ce dont tu as besoin. Je vais t'aider à faire ton bagage. Vous devez vite vous mettre en route. Ces pauvres gens ont déjà assez entendu. Tu as vraiment bon cœur, dit-il, et il lança Chouem à travers la porte. Tu te retrouves à ton bateau dans 20 minutes. Tout à coup, il leva la main droite. Un détail venait de lui revenir à l'esprit. Il y a une chose que je veux te donner, Rach. Dans la chambre, il sortit une petite boîte en velours, 10 tiroirs d'une des tables de nuit. La jeune femme sourit en découvrant le bracelet en or qui s'y trouvait. Il appartenait à ma mère, précisa-t-il. Elle tendit le bras. Il arracha le bijou de son poignet. On s'arrête à la page 134 et on continuera dans une prochaine vidéo. Merci.